football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Ouais, un petit peu de funk dans ce monde de brut. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Welcome to the zone, comme on dit sur las Islas de la Tentaciones. Voilà, on est très à la mode, très à la page, vous l'aurez compris. Petite dédicace à Montoya qui nous regarde très certainement de là où il est. On lui fait un petit coucou. Avant de commencer l'émission, on va évidemment présenter la table ronde qui est magnifique de par son physique et puis son charisme, évidemment, pétri de talent. On commence avec le mama gauche, Ricky Fati. Comment ça, mon cher Ricky? Hola, señor. Waouh, tu parles américain. J'aime beaucoup ça. Très heureux de te retrouver avec nous. On rappelle qu'on tourne un jour après la phase allée des playoffs de Ligue des Champions et donc 2 jours après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois et la victoire du Real Madrid contre Manchester City. Bobo, capitaine Bobo, comment ça va? Dobar dan, kako si? Donc là, c'est tu fais toutes les langues là. Que je connais un petit peu moins, mais j'ai cru comprendre. Ouais. L'accent chantant, évidemment. T'as connu des dames apparemment là-bas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai connu que des hommes là-bas, sache-le. Et mes cousins très sympa. Ouais, ils sont très sympas. J'ai beaucoup perdu en bagarre, mais bref. Ça va, mon Bobo? Ça va et vous-même? Tu peux me dire tu. Je suis content. Non, mais je suis content de retrouver Ricky là, même s'il a rétréci au lavage. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est tout petit. Très belle veste de Ricky. Sinon, c'était pas ce cadre sinon. On est bon. Belle veste, non? Ouais, il a une très belle veste, mais il a bon goût, Ricky. Qu'est-ce que je te dise? Il a un bon goût. Bon, j'ai un bon designer avec moi. C'est bon, tranquille. Ton DA, ton personal shopper. Bon, on peut commencer l'émission. Il faisait une petite. Il a fait une moue. Il a fait une moue. On allait l'oublier. Pour la fin. Il était triste un peu. Avec sa petite coupe. Comment ça va, Jo? Bien impeccable. T'as déjà eu les cheveux aussi longs? Oui, j'avais les cheveux là quand j'avais 15 ans. Donc Moi, ce que j'aime bien, c'est il a des coupes en escalier, mais que derrière, par contre. Je vous montrerai ça à la fin de l'émission. Restez avec nous. Ok, voilà. Bon, on a un très très beau programme. Évidemment, on va parler Ligue des Champions avec la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois. Et on peut le dire, avec la victoire 3-0, le Paris Saint-Germain est quasiment qualifié. On va revenir aussi sur le gros match de ces playoffs, celui qu'on attendait entre Manchester City et le Real Madrid. Et puis aussi, on va se projeter sur le week-end à venir avec un gros week-end européen qui nous attend avec deux gros chocs entre la Juve et l'Inter de Milan et le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern de Munich. On y va, let's go! Et on entame donc avec la... Je disais, il est bon. Mais on me dit rarement que je suis beau. Ça fait bien longtemps qu'on me l'a pas dit. N'hésitez pas de temps en temps. T'es beau. Peut-être une raison à ça, finalement. Alexis, t'es beau. Toulouse, non? Nantes. Caen. Toulouse, je sais pas. Oui, Caen, Toulouse, c'est la même chose. Ouais, évidemment. Voilà, on y va. On va continuer tous les soirs. Vous pouvez nous retrouver au Théâtre des Blancs Manteaux. Voilà. Mais celle-là, il la ressort à chaque fois. C'est à cause de son pull. Bon, on va parler foot. Allez, un petit peu. Let's go. Voilà. Du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois. Victoire 3-0 Inter bretonne sans véritablement trembler. On va y aller directement dans le vif du sujet. Bobo, est-ce que pour toi, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié pour la suite de la compétition? Question. Non, il reste un match. Et réponse, tu vas pas nous la faire comme ça. À vrai dire, je voyais mal comment Paris ne pouvait pas gagner assez largement les doubles confrontations. Je me projetais un peu là-dedans, surtout avec l'actualité récente et le déplacement à Brest du Paris Saint-Germain, où je les avais quand même trouvés au-dessus dans l'absolu. Je me disais qu'il y avait peu de chances pour qu'ils prennent ce match à la légère et qu'ils ne soient pas en mode Ligue des Champions. Alors ouais, ils ont concédé quelques occasions, mais au final, là, ils ont plutôt réagi en une espèce de respect de la hiérarchie où ils se sont montrés au-dessus de leur adversaire. Et après, le score est peut-être un peu large par rapport à la physionomie du match, mais le fait est que quand tu gagnes 3-0 à l'aller, c'est un peu plié quand même au retour, quoi. Jo, la messe est dite ou pas selon toi? Oui, je pense même que Brest va faire tourner au match retour. Parce que si ça avait été un autre adversaire avec un autre déplacement de prestige, ils auraient peut-être il aurait fait jouer je pense l'équipe type, mais là, aucun intérêt. Je pense qu'Eric sait très bien que c'est déjà terminé, même s'ils vont respecter l'adversaire et le match et l'événement. Je pense qu'il va faire tourner en vue quand même du championnat, qui est quand même un peu plus important. Prioritaire, ouais. Oui, et puis maintenant, en plus, là, ils sont dans le top 8, ils sont 8e. Voilà. Non, ça fait sourire parce que moi, j'ai encore le trauma de la remontada. Je ne sais pas pour vous, mais attention, je ne dis pas que ça va être le cas, mais une qualification n'est jamais actée avant le second match. Alors oui, ils sont tellement supérieurs. Je pense que l'écart est énorme. Ils sont tellement concentrés, tellement concernés, les Parisiens, que
ça va le faire, ils vont y aller. Mais attention, laissons déjà ce match se dérouler. On n'en profite pas pour faire quelques vidéos entre 2 tours. Moi, pour ceux qui ont la référence. La fameuse vidéo dans la pizzeria. Ouais. Mais, non, mais après, non, Paris est vraiment supérieur. Vraiment. Il tire à balles réelles, Ricky, là, il me tire dessus, il sort des alors doses. Que tu l'habilles carrément. Quoi. Sachant que moi, on les avait obligés à rien dire dans l'absolu. Personne ne les a poussés à dire ça, cette histoire de la pizzeria. Il y a eu un excès de confiance, c'est vrai. Mais après, bon. sans mauvaise blague et mauvais jeu de mots, Brest n'est pas le FC Barcelone de l'époque, avec Neymar ou autre. Et, alors, vous me dites quand on commence l'émission. Hein, l'émission a commencé. Ah d'accord. Ouais. Je l'aurais pu t'habiller d'ailleurs. Je dis ça avec ma polaire. Bref. Vraie question, Ricky, comment est-ce qu'on gère justement le match retour de tout ça? Il y a quand même 5 matchs en tout et pour tout jusqu'au prochain tour, jusqu'en 8e de finale, donc jusqu'au 4 mars. Le PSG va jouer 5 matchs, dont ce match retour contre le Stade brestois, et puis aussi 2 grosses confrontations contre Lyon et Lille. On sait que en Ligue 1, le PSG est l'équipe à abattre, parce que c'est encore la seule équipe invaincue, même en Europe, c'est la seule équipe à avoir 0 défaite. Il y a la Juve, non Non, la Juve a perdu contre Naples lors de la première de Randal Colomwani, de Buzyn. Donc, comment est-ce qu'on gère justement ce match retour, sachant qu'il y a eu 3-0 au match aller à l'extérieur? T'es Luis Enrique, qu'est-ce que tu fais? Tu continues un petit peu avec tes 11 titulaires? Connaissant de l'extérieur Luis Enrique, on le voit qu'il est très concentré. Je ne pense pas qu'il y aura une gestion particulière. Il fera peut-être tourner, il ne va même pas faire tourner, il va changer quelques joueurs, mais je pense que l'intensité restera la même, l'envie restera la même. Et encore une fois, Luis Enrique, je ne pense pas qu'il est dans une optique de gestion actuellement. Ce sera peut-être un match un peu bizarre. Oui, ce sera un match moins intense. Avec un faux rythme pendant un certain temps, jusqu'à ce que Paris marque, il y aura un 0, c'est peut-être que... Voilà. Ils sont souvent spectaculaires, les Brest-PSG ou les PSG-Brest. Oui, mais là c'est un match avec un peu moins d'enjeux d'un coup, du coup peut-être qu'il y aura moins de... Ce sera un peu un match, à mon avis, bizarre, avec un faux rythme jusqu'à ce que alors après, ce sera peut-être le barreau d'honneur des Brestois, parce que le dernier match de Champions League, ils vont vouloir se montrer, briller, se faire plaisir. Alors je pense qu'il y aura quand même du répondant, mais Paris est trop supérieur pour craindre quoi que ce soit. Voilà, il va faire tourner, il y a peut-être quelques jeunes qui vont jouer, les Zag, les Gonzalo, peut-être qu'il va trouver une place de vrai numéro 9. Oui, ça va être une petite rotation, je pense. Ouais, voilà. Tu peux avoir Guevara qui n'a pas commencé, ou des choses comme ça, tu vois, où il va peut-être revoir l'animation offensive et retester des choses en vue de la prochaine confrontation en Ligue des Champions. Donc, tu peux avoir un Nuno Mendes qui souffle, tu peux avoir des joueurs comme ça. Oui, c'est vrai que tu as des habituels titulaires qui, du coup, ont un peu perdu leur place, soit par une question de performance ou de blessure. Tu parles de Nuno Mendes, donc son pendant, c'est Lucas Hernandez. Ouais, donc, ouais. voilà. Et puis tu as quand même un ascendant sur l'équipe adverse qui fait que, vu qu'elle est française et que tu la joues souvent, tu peux rentrer des Mayoulou, des joueurs comme ça qui ont un niveau inférieur en théorie, mais qui vont pas être impressionnés de jouer Exactement. des joueurs qui ne connaissent pas ou des choses comme ça. Il me semble même que tu parles de Mayoulou, même qu'il est rentré à Brest, ou qu'il a joué, qu'il était titulaire contre Lors Brest. du 5-2 Ouais. Il est rentré. Donc tu vois, c'est aussi des joueurs. Le même match. C'était un peu l'expérience de ces matchs, au moins des équipes de l'équipe adverse. Donc ouais, je suis d'accord, je pense que ça va tourner quand même pas mal. Lucas Hernandez, on peut peut-être le voir aussi dans l'axe, je sais pas, tu vois, faire souffler Pacho aussi, qui joue beaucoup de matchs. Peut-être Presnel qui va jouer, hein, on sait pas aussi. Il a contre le Mans. Donc c'est possible qu'il soit aligné. Moi, je lui souhaite en tout cas pour reprendre un peu du rythme. Alors, est-ce que Luis Enrique prendra le risque de faire tourner derrière quand même à ce moment-là? Peut-être en coupe. Peut-être en coupe, ouais. Contre Briochin. C'est le match suivant, c'est ça? Alors, dans l'ordre, il y a Toulouse. Oui, TPC d'abord et après... je suis pas sûr. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que les joueurs ont quand même dans un coin de leur tête le fait qu'ils sont invaincus en championnat et qu'ils vont essayer de le rester. Exactement. Donc, quand tu réfléchis à ça, par rapport au calendrier du fait que tu as gagné 3-0 à l'aller, tu vas mettre un peu moins d'intensité dans ce match-là, évidemment contre le Stade Briochin aussi. Et je pense que le match de Lyon peut être une priorité dans le calendrier. Alors justement, dans l'ordre, c'est Toulouse-PSG samedi soir. Ensuite, il y a PSG-Brest le 19 février, donc 4 jours après Toulouse-PSG. Lyon-PSG, 4 jours plus tard. 3 jours plus tard, Stade Briochin-PSG. Voilà, et c'est Lyon qui 4 jours plus tard, PSG-Lille. Donc il y a juste l'enchaînement des matchs avec des échéances assez importantes. Après, il y aura du temps pour tout le monde. Voilà, après on joue sur les mots, on parle de gestion. Bien sûr, il y aura de la gestion. Mais nous, comment on pense gestion, c'est relâchement. Je ne pense pas qu'il y aura du relâchement. Je pense qu'ils vont prendre ce match à 100%. Et quels que soient les joueurs alignés, ce sera 11 joueurs vraiment motivés et qui va vouloir se montrer. Surtout que je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans la dynamique actuelle, c'est qu'on voit que même s'il y a des matchs qui des fois sont prétendument plus faciles,
les joueurs qui vont intégrer le 11 de départ se sont quand même assez régulièrement mis au niveau sur les 4-5 dernières sorties du Paris Saint-Germain, même des joueurs qui jouaient un peu moins. Ou alors, tu le sens que c'est peut-être pas aussi fluide ou aussi impressionnant que c'est le cas en Ligue des Champions ou dans le match contre Monaco. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'est pas en train de se dire ah ouais, il y a une vraie. Quand ça tourne, tu as l'impression que c'est une équipe complètement différente. Donc, je trouve ça intéressant même de voir que le groupe élargi, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la gestion. C'est assez intéressant. Il faut remarquer aussi que tu as une équipe avec des joueurs qui sont très jeunes. Je t'ai envoyé il y a 7 joueurs qui ont moins de 23 ans. Potentiellement titulaire. Ouais. Tu as Doué, Zaïre Emery, Barcola, João Neves, Gvara et Pacho, voilà. Et il y en a encore un autre. Je crois qu'il y a Gonzalo Ramos aussi dans le jeu. Bien sûr, c'est 23 donc, ans. Donc tu as des joueurs qui ont un niveau titulaire, qui sont jeunes, donc ils n'ont moins. C'est pas une équipe vieillissante, donc tu as beaucoup plus d'énergie et de récupération aussi. Tu vois, donc dans des moments comme ça, tu peux les faire rentrer tous. Et ça va tourner. Mais c'est vrai que ça, c'est assez vertueux. On soulignait c'est la première fois que ça arrive, depuis qu'ils sont arrivés le Qatar. Oui, mais on soulignait ça l'an dernier. On disait, on pointait le manque d'expérience en disant, mais c'est un effectif qui est très jeune. Et si on lui laisse le temps de grandir en équipe et de voir ce que ça donne l'an prochain en renforçant un petit peu, je trouve que c'est un peu tout ce qu'on est en train de voir, qu'il y a des joueurs qui ont pris de l'expérience. Il y a du niveau qui était aussi, des joueurs de niveau. Certes, qui sont arrivés. Mais je veux dire que même ceux qui étaient là l'an dernier, des jeunes, je trouve que tout le monde est un peu monté. Tu vois, l'équipe, elle grandit, elle évolue assez positivement de manière globale. Vitinha, c'est plus un jeune. Hein. Il est encore jeune dans l'âge, mais quand il va jouer, il prend 25 ans aujourd'hui. Okay. Ah, il est 25 ans aujourd'hui. Okay. Joyeux anniversaire, Vitinha. On l'a regarde d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et puis aussi, tu parlais de jeunes joueurs très forts qui étaient arrivés. Il y en a un qu'on peut considérer quasiment comme une grosse recrue et qui vraiment crève l'écran, c'est Nuno Mendes. Le mec, il a fait 1 an de blessure, il revient doucement mais sûrement, mais aujourd'hui, il pourrait quasiment être considéré comme une recrue. Bon, bref, ceci dit, je voulais revenir aussi... Je vois ce que tu veux dire, je l'ai. C'est vrai. Il a raté 1 an, donc oui, c'est une recrue. Je voudrais qu'on se projette doucement mais sûrement, parce que voilà, on le dit plus ou moins, même si Ricky a envie de rester un petit peu prudent sur le 8e de finale qui attend potentiellement le Paris Saint-Germain face à Liverpool ou face au FC Barcelone. Match aussi. Vous voulez alors, débriefons le match. Sur les perfs. Tu vois. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir sur cette rencontre voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intrigué? Vous voulez passer ligne par ligne? Mais comme contre City, il faut quand même préciser que c'est un adversaire qui était quand même, je ne vais pas dire essoré, mais l'état physique de l'équipe de Brest, après l'enchaînement de tous ces matchs de saison, là, tu sens que c'est dur. C'est terrible pour eux. Parce qu'en plus, ils ont réussi à se qualifier en Coupe de France. Ouais. Donc, ils sont encore en Coupe de France. Ils vont peut-être jouer leur dernier match avec des champions la semaine prochaine, certainement. Ouais. Mais je trouve que dans cette confrontation-là, on l'a ressenti comme pas les autres d'avant. Je ne sais pas français ce que je dis, mais... Après, au-delà de l'aspect physique et la fatigue, je pense que aussi, ça sentait que moralement, ils ont été touchés. Le fait de jouer le PSG et puis cette même ferveur. C'est vrai. Déjà, on l'a vu lors du tirage, tous les supporters étaient un peu désabusés de rejouer le PSG. Ils voulaient plus de magie, plus d'enthousiasme. Ça s'est un peu senti, hein, même au stade. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, certes, il y a beaucoup de Parisiens. T'as raison. Et ça, je pense que ça a joué aussi sur l'état mental des joueurs. Ils n'ont pas été aussi motivés. En plus du PSG. Plus la fatigue, tout ça, ça fait qu'ils ont explosé. Dernière confrontation une semaine avant. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose autour de ce match quand même, et je le dis en tant que Français là, qui est assez décevant pour nous d'avoir une confrontation franco-française. Ouais, c'est frustrant. C'est la deuxième fois que ça arrive en seul. Enfin, tu vois, moi, l'excitation que j'ai en Ligue des Champions, j'étais même, enfin, tu vois, j'ai des amis qui supportent pas l'OM, qui supportent pas le PSG, qui me disent, c'est bien Brest, tant mieux. Je pense à des copains qui supportent l'OM. Et du coup, je disais, non, en fait, parce que c'est pas le truc de vouloir se qualifier. Oui, c'est important, mais tu as aussi un truc quand tu regardes la Ligue des Champions. J'ai pas envie de voir le même match que la semaine dernière que j'ai vu en Ligue 1. Enfin, si tu as 50 équipes, tu vas être obligé à un moment donné. Certes, mais je croyais que c'était. Tu vois, moi, les Français sont aussi peut-être moins hypés pour ce truc. L'horaire à 18h45, il y avait plein de trucs qui faisaient que. Ouais. C'était un match moins magique pour les fans français. Pour les amoureux des 16e de finale avec des champions. Non, pour les amoureux du foot français, ceux qui kiffent la Ligue 1, quand tu te retrouves à supporter des clubs en Ligue 1 et de te dire, tu regardes la Ligue des Champions, tu vas suivre les Français et tu vois 2 clubs français qui s'affrontent en barrage en plus. Là, c'est pas comme si on les retrouvait en quart.
Ça revanche, si ça fout un peu les boules quand même. si Moi, ça avait j'aime été un toujours match, pas cette configuration de Ligue des Champions. Si ça avait été un match 100% italien, ça aurait été bien, parce qu'on aurait pu voir un peu le championnat italien en France, tu vois, vu qu'on n'a pas trop accès. Bon, à part Ricky, parce que Ricky, bon. Moi, j'ai accès qu'à la Roma. Hein. Voilà. Je vous dis, moi, c'est depuis 100% Roma. Depuis quelques mois, on a quand même accès sur la chaîne L'équipe. On peut visionner 2 matchs mais c'est par pas le week-end même de la charme. semaine. Tu crois vraiment que je vais laisser passer cette phrase? Regardez sur le site internet de l'équipe un match de Serie A qui n'est même pas diffusé sur la chaîne L'équipe à la télé. Parce qu'en général, ils mettent que le meilleur match. honteux. Ouais, ils mettent le meilleur C'est du match. foot gratuit. C'est du foot gratuit sur le Ouais, digital. mais après, tu vois, en broadcast, tu peux le regarder sur ta télé. En quoi. plus, Ah ouais, et puis comme ça, t'es pas en direct et il y a marqué direct, c'est ça qui est bien, quoi. Non, mais tu vois. il faut toujours le verre à moitié vide. Non, mais il a raison, moi je suis d'accord avec lui. Non, Comment et à un savoir moment donné- vendre un produit, comment le mettre en avant. On parle de. Alors, j'en profite pour embrasser un de nos amis, Sacha Adix, qui a fait un très beau Ok. podcast. Tu l'as vu le passé? Non. Nos amis de RMC, il s'est arrêté sur le fait que le championnat anglais. J'ouvre une Ah si, parenthèse. ouais, j'ai vu le passage. Tu vois Oui, le j'ai vu passage oui. Où il J'ai dit pas que tout regardé, mais j'ai vu le passage. championnat anglais, c'est très brandé, très marketé, il n'y a plus trop de ferveur. C'est un peu le même ressenti dont on parle là, tu vois. Mhm. Et ben, je le soutiens parce qu'il a entièrement raison. Voilà. Et je sais que toi, tu lui as dit Je aussi suis qu'il avait d'accord raison. avec lui aussi, ouais, c'est vrai. Donc on embrasse Sacha. Après, Je il y a vous enverrai manière la à- vidéo. Je vous enverrai la Il y a vidéo. manière à polémiquer, à en débattre, mais ouais, dans le fond, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on parle de football ici, de la passion, contrairement aux autres adversaires. Justement, parlons du coup du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Vous vouliez débriefer Allez, je commence. cette rencontre. T'as envie de revenir sur quoi sur ce match? Ou sur qui? Je pense qu'on peut dire que Dembélé est le meilleur joueur du monde en ce moment. On peut? Ou on doit encore dire que c'est Mohamed Salah? Moi, ça fait 2 ans que je te le dis. Attends, j'ai l'impression que tous les mois ça change. Il y a une période c'était Mohamed Salah. Il y a Aujourd'hui, une période c'était Rafinha. Et là on dit c'est Ousmane Ah non, moi Dembélé. jamais dit Rafinha. aujourd'hui, J'ai pas dit autour de cette Ah, mais- table, oui, mais oui. quand tu vas sur des sites C'est vrai, de foot, c'est vrai. on a entendu quand Rafinha il mettait ses buts de dingue contre Benfica, quand il mettait ses buts de dingue contre Real Madrid, on disait bon c'est qui le meilleur, Salah ou Rafinha? je veux dire objectivement, à l'instant T, aujourd'hui, 11 matchs, 18 buts, c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, sur la saison, je ne dis pas que c'est le meilleur joueur du monde. Mhm. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur européen de la saison, puisque c'est Mohamed Salah pour moi. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Si tu regardes la page flash score de Dembélé, c'est 2 buts, 3 buts. Enfin, c'est de la folie. 11 matchs, 18 buts. C'est-à-dire que c'est au-dessus d'Haaland dans son meilleur prime, quand tout le monde s'arrêtait, le monde s'arrêtait C'est sur ça. Haaland. En fait, Et attends, je termine juste là-dessus. Ouais. Les adversaires, ce sont des adversaires. Il y a 2 fois Monaco qui joue avec des champions qui a battu le Barça. J'ouvre une parenthèse encore pour le foot français. Contre Lille, qui a battu le Real et l'Atlético Oui. cette saison. Contre Brest, 2 fois, fois. qui joue la Ligue des Champions et qui a fait des très bons résultats en Ligue des Champions. Contre Manchester City, qui est malade, mais ça reste quand même un nom. Contre Stuttgart. Donc, déjà, sur les 11 matchs, tu as 7 équipes qui jouent la Ligue des Champions. Donc, c'est pas de dire, oui, c'est Saint-Etienne, c'est le La Coupe de Havre, France, ouais. c'est la Coupe de France. Non, non. Coupe de France, il joue pas le match. Il est sur le banc, c'est le Vara qui joue à sa place numériquement. Il ne joue pas le match. C'est des matchs de haut niveau Oui. pour le Paris Saint-Germain, hein, toute proportion gardée. Et ce sont des vrais matchs. C'est pas des matchs pipés comme on peut en avoir, ou comme on a pu en avoir, par exemple, avec Cavani à l'époque, où il mettait des quintuplés contre 3 ou des quadruplés. Voilà, là, c'est des vrais matchs. Après, au-delà de l'aspect statistique, même si bien évidemment c'est important, surtout pour lui, parce que c'est ce qu'on lui reprochait à l'époque, il arrive à combler ce défaut, donc on le voit, le joueur total qu'il est. Mais au-delà de ça, c'est la crainte qu'il instaure aux défenseurs. Aux défenses, c'est incroyable. C'est un joueur, en plus, là, le faux neuf, maintenant on peut dire qu'on l'a. Et c'est un joueur qui sait tout faire en fait. En fait, on se rend compte qu'il sait tout faire. Même jouer en pivot, il peut le faire. Jouer en appui, décrocher, garder les ballons, s'orienter, il sait le faire. Distribuer aux ailiers qui plongent dans son dos, il sait le faire. Prendre la profondeur, il sait le faire. Et maintenant, il sait finir. Donc là, actuellement, c'est le joueur total. Hein. Est-ce que toi, Bobo, il y a un joueur qui t'impressionne plus que lui à l'heure actuelle ou pas? Moi, ça m'agace un peu cette question de savoir si c'est le meilleur ou pas. Tu vois, genre, je suis un peu dans mon kiff là. C'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, qui a été décrié en début d'année et même encore plus l'an dernier sur sa fiabilité, sur sa régularité, sur son sens du but. Je suis ravi pour lui en fait, parce qu'on adore le bonhomme ici, on en a déjà parlé, sur et en dehors du terrain. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui pue le foot et qui donne envie de regarder du foot, ce qu'on dit souvent, de se lever un peu de notre chaise et d'aller au stade.
Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir à le comparer ou de savoir si à l'instant T c'est le meilleur ou pas. J'ai envie de continuer à kiffer qu'il enchaîne. Pour moi, c'est limite mettre un peu de pression que de dire est-ce qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, j'ai pas envie de la poser la question. J'ai juste envie de. T'es tellement pur, mon Boris. Mais c'est une question aussi de se dire. C'est toujours très compliqué de dire dans des sports collectifs qui est le meilleur. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec la formule, surtout depuis 15 piges avec le Ballon d'Or, où ça n'a plus trop de sens. Donc, de dire est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est Mo Salah. Tu sais quoi, on fera les comptes à la fin de la saison. Mais moi, il me fait kiffer ma race. Tu vois, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Je regarde les matchs parce que tu regardes les matchs parce que t'aimes le foot et que on est habitué. Mais là, de le faire avec autant d'envie, d'attendre, tu vois, que le match il arrive. D'où ma frustration avec Brest, de me dire j'avais envie de voir un autre adversaire, une autre équipe. Tu vas être servi en 8e, je pense. Bah, tant mieux, mais c'est bien. Petite parenthèse pour Brest, excuse-moi Boris, mais Brest à 0-1. Ils avaient quelques occasions. Je pense que s'il y a un parcours... Mais à 0-0, à genre qui a deux doigts de mettre le pire but de sa carrière, mais le plus important. Hakimi aussi et Marquinhos aussi. Mais quand je disais ça, c'était pas pour manquer de respect à Brest. C'était quand je disais un petit peu de frustration. Oui, non, mais je disais un petit peu de frustration. Laissez parler. Non, mais là, je disais un petit peu de frustration, c'est lui qui de dire moi j'avais envie de le voir se confronter à une autre équipe et de voir comment. Tu vois, il y a une espèce de hype comme ça. T'as envie de voir. Putain, est-ce qu'il va réussir encore à le faire contre eux? Est-ce qu'il va y avoir... Tu vois, là, on dit, en 8e, ça sera une autre affaire. Tu sais, s'il met un doublé, voilà, on va se dire, on a kiffé, il nous a fait crier, il nous a fait nous lever. En partant de la droite, il met pas un but de 9, il met un but en partant de la droite. Là, tu vois ce que tu disais, Aïdara, il est sur le reculoir. Il a peur de lui, Aïdara. Il n'ose pas intervenir. Il y a l'appel d'Hakimi aussi, je pense, qui doit un peu le gêner. Oui, mais Manetti vient pas aider. Enfin, Manetti est un peu trop haut, je trouve, à ce moment-là. Après, d'un point de vue tactique, il commence d'une position 9 pour se décentrer sur la gauche. Et là, contrairement à le fait d'être un vrai tabellier, il est déjà 30 mètres plus haut déjà. Et comme tu l'as dit, les défenses, donc, du coup, sur le couloir, on sait pas qui doit le prendre. On commence à se décharger de ses responsabilités. Et du coup, c'est là, en fait, il installe une peur. Et puis, dès qu'il rentre dans la surface, maintenant, il a la confiance. C'est fini, ça y est, il a la confiance qu'il n'a jamais eue. Donc, il tente un truc. Avant, il n'aurait peut-être même pas tenté de frapper. Il aurait attendu et fait un mauvais choix. Tergiversé. Et là, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Là, tu peux peut-être le mettre pendant un certain temps, le remettre à droite, et il va être stratosphérique. C'est ça. Le temps que ça marche, le temps que la confiance, voilà quoi. C'est ça. Mais faut le laisser en 9 maintenant, c'est bon. Non, ça y est, je pense que là, sa place est toute trouvée. Mais tu vois, genre, est-ce que toi, tu as déjà connu t'as eu des partenaires comme ça qui ont été en état de grâce d'un seul coup, qui se sont révélés, tu vois, qui étaient attendus à un certain niveau, et puis pendant 6 mois, 2 mois, 1 an, qu'on surperformé. T'as pas Mancini, le Brésilien ou ouais, on peut dire Mancini parce que c'était pas un joueur forcément qu'on attendait. C'était un joueur qui était technique, qui était dribbleur, qui était certes très fort, mais c'est vrai qu'en l'espace d'1 an ou 2, il a eu cette explosion et en fait on parlait que de lui. Alors certes, il a eu son highlight avec Réveillé à l'époque en 2007 et ce qui lui a valu sa signature à l'Inter, à l'époque le grand Inter de Mourinho et Mancini, tout ça. Et du coup, après, lui, il est vite redescendu, il a vite plongé. Donc oui, c'est vrai, état de grâce, mais après, il a vite dégonflé. Mais Dembélé, je pense pas que ce soit le cas pour lui, parce que là, il rentre vraiment dans un âge en plus où il va prendre en maturité, il va prendre en expérience. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un truc dans la carrière d'un joueur qui peut faire que, c'est quoi le déclic? Non, il n'y a pas d'explication. Là, c'est un repositionnement, c'est quasiment, je vais pas dire que c'est de la chance, mais genre, j'ai du mal à me dire que Luis Enrique s'attendait à ce point. Non, se soit dit, écoute, comme il tergiverse beaucoup trop et il doit passer trop de personnes avant d'arriver devant le but et il perd de la lucidité, exactement. Du coup, on va le mettre en œuvre, comme ça il aura moins de chemin à faire devant le but, etc. Il ratera moins parce qu'il aura moins de temps de se poser la question. Tu penses que Luis Enrique, il doit remarquer ça? Il se dirait quoi, du coup, Luis Enrique? Je pense que c'est un concours de circonstances. Oui, il y a ça aussi, exactement. Moi, mon opinion, c'était il nous faut un ailier absolument pour faire un peu de concurrence. Et un peu numéro 10 aussi excentré, parce que Vara, il porte le ballon, il sait porter le ballon. Ouais. Il a dit, il me faut peut-être aller... essayer l'option Dembélé en faux neuf, il s'est bien débrouillé. Il ne faut pas oublier aussi contre la Real Sociedad la saison dernière, il a juste ce poste-là, il était très bon aussi. Donc il s'est dit, on va le mettre. Mais là, en fait, ça le dépasse, Luis Enrique. Il a dit en conférence de presse, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a mangé à Noël. C'est pour ça que je pense que... Non, même lui, il est assez abasourdi. Il y a un gros côté, c'est un peu du hasard ou de la chance qu'il soit... que ça marche autant, quoi. C'est pour ça le déclic, il n'y a pas de déclic particulier. Des fois, ça tombe dessus, tu es touché par la grâce.
Et puis tu t'en sais pas ce qui profites. se passe dans sa vie perso. Ouais, ça c'est se ce que trouve, j'allais dire. voilà. Parfois, c'est ça. On parlait de Gouiri la dernière fois. Mais c'est même un peu l'autre comme sens. Mbappé quand il a commencé à Madrid. Peut-être qu'il a encaissé la charge de travail, il est plus fit. Peut-être qu'il avait un problème physique. En Des fait, on histoires, peut il a eu pas des savoir. histoires, machin, Quelques de histoires trucs en derrière. Suède, enfin, Exactement. qui se sont accumulés. Voilà, ils ont digéré tout ça et puis maintenant ils deviennent effectifs. Bon, Vitinha, Alors, non, mais j'allais dire, juste pour clôturer un peu là, le cas d'Embélé, on se reposera peut-être la question dans un mois ou deux, mais là, il bat énormément de records sur une année civile. On voit que même Ronaldo et Messi n'avaient pas inscrit autant de buts d'affilée sur un début d'année civile. Dans un mois ou deux, si on vous pose la question, Ousmane Dembélé dans un top 10, top 5, top 3 Ballon d'Or, est-ce que c'est un débat crédible ou pas? S'il est à ce niveau-là dans 2 mois, Ouais. bah oui. Bien évidemment. malheureusement, ça dépend trop de Oui, Et- après, il y a et- les critères sportifs, voilà, et les critères S'ils se font sortir en collectifs. 8e, Bah voilà, ça marche pas. ça sera mort pour le Ballon d'Or, par exemple. Et La si- question, elle Non, mais existe là, plus, pour quoi. l'instant, on se pose la question aujourd'hui, Ouais, c'est déjà dans les 2-3. Intrinsèquement, ouais. C'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. C'est déjà fort. Pour moi, aujourd'hui, t'as quoi? T'as qui? T'as Salah, t'as Yamal, t'as Pedri, dont on parle pas beaucoup, mais qui est. T'as Kylian qui revient. Il y a mine de Kylian rien. aussi qui revient, qui mettra Kylian. ses 40 buts dans la saison comme Ouais, prévu. il revient. Tout va dépendre en fait. Voilà, en fait, il y a tellement de facteurs parce qu'il y a la Ligue des Champions, les championnats nationaux, il y a surtout la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il va être pris aussi en considération, j'imagine. T'as Lautaro Martinez Ouais. aussi qui Donc, fait une sacrée saison dont on parle pas. Il y a beaucoup de Ouais, gens. hein. lui, il souffre du sous-cotage de l'Inter, ah oui, de l'Inter et de la Serie A. évidemment. Ça, on va en parler, non? On va en parler de l'Inter après, non? Bah oui, c'est T'en veux vous qui voyez, hein, on parle de ce que vous voulez. Sachez-le. Nous, on est là pour te faire plaisir, tu sais. Donc, Et avant de parler du potentiel huitième de finale du Paris Saint-Germain, si le PSG est éliminé en huitième contre Liverpool et le FC Barcelone, mais qui reste invaincu en Ligue 1, qui font champion Ligue 1, est-ce que c'est une saison réussie ou pas? on a déjà posé cette question, non? Ben, j'ai envie de vous la poser là maintenant. Là. Moi, je dirais non. S'ils sortent en 8e, S'ils sortent en huitième mais qu'ils finissent champion invaincu en Ligue 1, saison réussie ou pas? invaincu. Moi, je dis saison réussie, moi. Ah non. Un goût d'inachevé. Voilà, Mais exactement. avec un goût d'inachevé. Frustrante et Non. inachevée. Ouais, Réussi, moi, pas forcément, non. Moi, ni l'un ni l'autre, pour moi, c'est une saison réussie parce que tu es en vraiment. On voit. Il y a une observation de progression qui est exceptionnelle. Ouais. C'est ça? Et le projet. C'est réussi. C'est la première fois qu'il y a un projet, depuis que le Qatar est arrivé, qui prend son sens. Première fois. Alors, on nous a raconté des histoires pendant des années. Là, il se trouve que ça s'est passé. On ne sait pas si c'est quelque chose qu'ils ont voulu, mais il s'est développé ce recrutement des joueurs en devenir, mais très élevé. Joao Neves, Pacho, Désiré Doué, l'été dernier. Le contenu est bien meilleur que l'année dernière, malgré les résultats décevants dont on parlait Début d'année, en hein. phase de poule. Mm. Je trouve que la progression, elle est énorme. Donc, évidemment, si tu perds contre Liverpool et Barcelone, c'est normal. C'est normal. On en a parlé cet après-midi. Mais... Paris n'est pas favori face à Liverpool ou Barça Bah non. à l'instant T. Ah, bah oui, moi je suis d'accord. je pense qu'ils sont non, pas- moi ils je sont pense pas qu'ils favoris, le sont. Les favoris de la Ligue De des par leur Champions, résultat, c'est de par- Liverpool et le Barça aujourd'hui. C'est Ah non, 1 et c'est 2. vrai, ouais, non, 1 et 2, 1 et 2, ouais. Tu sais, c'est vrai, ils ont c'est fait, vrai. le retire ce premier et que j'ai dit. deuxième sur C'est vrai. la phase allée de la Ligue des Champions. Liverpool, c'est 21 points, 21 points pris, c'est quand même. Après, on parlait de Une dinguerie, dynamique pour Ousmane Dembélé. Moi, j'ai envie aussi de parler de dynamique pour un collectif et pour une équipe. Le Paris Saint-Germain, sur les 11 derniers matchs, c'est 10 victoires, 1 nul. Liverpool, c'est pas aussi reluisant. Sur les 5 derniers matchs, ils font 2 défaites, 1 nul. Non, mais dans des matchs qui n'ont pas d'importance. Et ils ont Un fait- match aller de la. Oui, mais le Paris La Saint-Germain, défaite, en ce moment, même t'as vu même l'effectif sur les... sur la défaite Mais c'est pas une équipe C'est ce que je disais. bisouterre. Hein. en coupe. Bah, en coupe, ouais, c'est pas Ah, une... c'est Il y a une Luis équipe. Diaz, il y a... C'est le seul qui est, Oui, mais c'est une c'est le équipe- seul qui est dans les c'est une titulaires équipe habituels. Mais quand bien même, je vois C'est ce le que tu seul veux des dire. titulaires habituels. Le reste, c'est l'équipe. Le reste, c'est B, c'est l'équipe. Il y a des joueurs, j'avais jamais même Bah, vu même leur dans nom. les- Quoi. mais le Paris Saint-Germain, ce que je veux dire, c'est que même dans les matchs qui n'ont pas forcément d'importance, eh ben, ils arrivent à les gagner. C'est là où je me dis, en fait, dans la dynamique actuelle, eh Mais ben, la de dire dynamique- que le Paris Saint-Germain est favori, ou un petit peu favori, un petit peu plus fort en ce moment que Liverpool ou le Barça, bah, c'est pas si En déconnant fait, que ça. c'est que ça fasse peur. Le Paris Saint-Germain fait peur actuellement parce qu'il est dans une série incroyable. Mais est-ce que ça sera la même dans 5 matchs? Non, mais même pas ça. Tu vois, on La- sait, la j'en dynamique. sais rien. du Et je trouve PSG, que la première partie de saison, elle parle en défaveur du PSG pour dire qu'ils sont favoris sur la Ligue des Champions. Non, mais même aujourd'hui, la dynamique dont on parle, elle est trompeuse parce qu'on parle de City qui perd contre tout C'est le vrai, monde et de Brest qui est vraiment épuisé et qui en plus pour Paris un cadeau parce que le style de jeu de Brest qui ne ferme pas le jeu et qui met quand même de l'intensité mais qui ouvre le jeu est quand même à l'avantage du Paris Saint-Germain. Donc si jamais tu sais aujourd'hui que le PSG leur problème c'est de jouer contre une équipe qui met de l'intensité au milieu de terrain.
On l'a vu, à Arsenal, ils n'ont quasiment pas existé. Au Bayern, ils se sont fait vraiment bouger. Tu sais très bien que si tu as un match retour à Anfield, pour Paris, c'est une très mauvaise configuration. Parce que déjà, dans les têtes, ça va gamberger. Et on sait historiquement que le PSG n'est pas très solide mentalement. Alors, on appelle ça comme on veut, les remontadas, encore la saison dernière contre Dortmund, tu vois. Tu te dis, bon, il y a ça. Et après, Liverpool, le Barça, je trouve qu'ils ont un niveau de jeu qui est au-dessus, quoi. Qui est vraiment au-dessus. Et pour autant, moi, j'ai envie de les voir contre Liverpool. Et pas contre le Barça, parce qu'il y a un truc, moi, je pense à un truc de charge émotionnelle. Puis tu les as joués l'an dernier. Il y a un truc, moi, c'est un peu comme jouer Brest. Un peu de nouveauté. Tu vois, en fait, rejouer le Barça, je me dis, tu les joues l'an dernier. Liverpool, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on les a pas joués de tête. Je dirais 3-4 ans, non? Depuis Tourelle. Pour moi, c'est la ça. première saison de Ligue des Champions sur RMC, c'est le premier match. Et c'est Tourelle, ils gagnent 2 ou 3-1 et ils sont rincés à la fin du match. Et j'ai jamais vu les joueurs du PSG rincés comme ça. Ouais. Où il y a Neymar qui se met au sol à la fin du match. Mais j'aimerais bien revoir Liverpool, c'est une équipe que j'aime bien. J'aimerais bien les revoir, mais en finale, moi, tu vois. Ouais, Parce que sur un match aller-retour, sur un match aller-retour, retour à Anfield, c'est très compliqué. Et pas que pour Paris, pour quasiment tout le monde. Et toi, Ricky, est-ce que tu n'as pas envie de voir Vitinha, João Neves face à Liverpool? Oui, bien sûr, c'est deux rapports de force vraiment différents, des oppositions de style qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça va être intéressant de voir un jeu plus direct chez Liverpool, on va dire, ou plus efficace, plus concret, face à la position de Luis Enrique. Ça va être intéressant. Ouais. Et ça va être aussi un gros test aussi pour Arne Slot. Même s'il s'est promené en phase de groupe, mais là, ça va être un vrai test pour lui, je pense. Ça a été l'un des premiers à craindre le Paris Saint-Germain, justement, quand le PSG, on disait potentiellement, ils ne vont pas être qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. C'était un des premiers à craindre vraiment le Paris Saint-Germain. La question était un peu biaisée, je trouve. Parce que la vraie question, c'était, vous avez un pourcentage le plus élevé, enfin, l'équipe avec le pourcentage le plus élevé que vous pouvez rencontrer en huitième de finale, c'est le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça la question. Donc il s'est dit, c'est chiant parce que y a des équipes qui sont moins fortes qui vont passer. Donc, voilà. C'est assez étrange toujours ce truc du tirage là. Pourquoi le premier, tu vois, sur le tirage inversé, pourquoi dans les barragistes, tu fais un premier 15e et pas un premier contre le 22e? Moi, j'ai toujours pas compris le sens de toute cette organisation. Il n'y a rien qu'à de sens. Ça manque tour après tour, j'y comprends rien. Enfin, tu vois, moi, je suis agacé par cette... Ouais, bah oui. Pourquoi dans tous les sports, tu croises, en fait, quand il y a des trucs de play-off, un peu comme ça. C'est croisé, là. Là, le premier contre le 20e, tu vois, genre pas en top 14, par exemple, tu vas faire le truc, le premier contre le 6e, le deuxième contre le 5e, le troisième contre le 4e. Tu vois, là, tu fais le premier contre le 15e. C'est ce qui se passe à partir des 8e, ce que tu dis. Et en top 14, c'est à peu près pareil, c'est un tableau de 8e. Mais sur les 8e, là, la qualification des 16e, c'est justement un tableau croisé. Mais tu vois, le PSG qui a fini 15e, il se retrouve à jouer contre le premier ou le deuxième. Parce que c'est la moins bonne équipe. Ouais. C'est les deux moins bonnes équipes du bas qui jouent contre les meilleures équipes du haut, c'est normal. Contre ou Liverpool ou j'ai toujours le Barça. Pas compris, mais bon. Bon, on fera un tuto pour ceux qui n'ont pas compris. C'est de la mauvaise foi, je pense. Pour revenir un petit peu sur ce débrief de match, on a beaucoup parlé d'Ousmane Dembélé. Évoquons quand même les rencontres, les performances de Vitinha et de João Neves. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous a le plus impressionné? Est-ce que c'est la doublette en elle-même qui a vraiment été incroyable? Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux en Europe? Honneur quand même à l'ancien milieu de terrain. Bien sûr, évidemment. Pareil, un peu comme Boris sur la question du meilleur joueur. C'est dur de quantifier la force d'un milieu de terrain. Alors oui, bien évidemment, c'est une des meilleures doublettes en Europe. Ils sont très complémentaires, ils savent jouer. Ils sont bons aussi à la récupération, mine de rien, malgré leur gabarit. Moi, je le trouve impressionnants. Plus monstrueux sur la récup et sur le volume de jeu, aller chercher, aller gratter des ballons. Ils sont très complets, très complémentaires. Après, on peut parler du milieu de terrain du Barça quand ils sont en forme. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui ont des très bons milieux de terrain. Mais oui, c'est parmi les meilleurs en Europe. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment. En plus, surtout quand ça tourne bien, avec les joueurs devant qui sont aussi en feu. Donc forcément, ça match, ça marche. Et alors, bien sûr... D'accord, moi. Ah bon? Je suis vraiment pas d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une unpopular opinion, mais c'est pas du tout pour faire intéressant ni quoi que ce soit. Mais j'ai le même jugement aujourd'hui sur Vitinha que je l'avais il y a 1 an et 2 ans. C'est-à-dire, quand tu dis qu'à la récupération ils sont bons, etc., je trouve que João Neves est monstrueux à la récupération, comme tu disais. Pas Vitinha. Je trouve qu'il manque de puissance à la récupération. Mais voilà, après, en fait, je trouve que Vitinha, qui a 25 ans, donc aujourd'hui, joyeux anniversaire encore à lui, par rapport à João Neves, qui a 19 ans,
ou 20 ans, je sais plus. Je 20 ans maintenant. 20 ans. Je crois qu'il les a eu, ça y est. Je trouve qu'il y a déjà une différence, mais énorme. Et les carences que je vois chez Vitinha, qui sont pour moi les raisons pour lesquelles Luis Enrique l'a reculé d'un cran, je trouve qu'il manque de verticalité dans son jeu. Ouais. On le voit de plus en plus. Alors, c'est très bien pour le contrôle du bloc équipe, de la position du bloc équipe, pour faire monter l'équipe, pour, dans le contre-pressing, vraiment jouer le plus haut possible, c'est très bien. Mais je trouve que João Neves a ça, et en plus, il a un jeu vertical qui est très important vers l'avant. Toi, tu penses que Vitinha il manque d'impact? Je pense qu'il manque de puissance, ouais, un peu d'impact. Ouais. Ok. Et de même de se projeter, tu vois. Alors, il le faisait il y a 1 an et demi, se projeter beaucoup vers l'avant. Mais le problème, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs contre Brest, c'est que les 2 fois où il s'est projeté vraiment, il y a une fois où c'est exceptionnel, il fait un double geste technique au milieu de terrain exceptionnel, donc magnifique. Ouais. Mais malheureusement, c'est contre Brest, et un milieu de terrain qui est vraiment fatigué. Et après, il se retrouve en position de frappe, entrée de surface, et malheureusement, il tire une frappe moyenne, plein centre sur le gardien à mi-hauteur. Par contre, Vitinha, il a une belle frappe de balle aussi. Bah oui, surtout quand il enroule, oui. Il s'est tiré. Quand il enroule, oui. La saison dernière, c'est lui qui bat le record de buts en dehors de la surface en Paris Saint-Germain. Je suis d'accord, mais tu es en train de le dire. La saison dernière, cette saison, c'est le premier vrai gros match qu'il fait de la saison, je trouve. Tu vois. En vrai, je trouvais qu'il y avait un truc qui était assez juste. Après le match contre Monaco, je regardais le match sur DAZN. Monaco, elle était bon aussi. Et Walid Echarchour disait... il était très bon à Monaco. Il y avait Vitinha qui était en interview et il lui dit on retrouve le Vitinha de l'an dernier. On a l'impression quand même qu'il y avait eu 6 mois un peu compliqués. Bon, Vitinha, évidemment, l'a botté en touche en disant c'était pas comme l'année dernière, mais j'étais quand même pas si catastrophique. Et c'est vrai qu'il n'était pas catastrophique, mais c'était pas du tout le niveau auquel on l'avait connu quand même. Et que je rejoins complètement Jo là-dessus. C'est que sur ce match-là, vraiment, contre Monaco, il y a eu un vrai truc où on l'a retrouvé quand même un petit peu dans l'aura, le rayonnement, moins de déchets, moins d'erreurs, moins de ballons perdus. Après, sur l'aspect défensif, je pense que ce sera jamais un joueur il mettra jamais d'impact, d'intensité. En revanche, il peut et il avait un peu progressé, mais comme il a eu quelques mois difficiles sur des interceptions, tu vois, sur des lectures de trajectoire. C'est ça. Mais c'est pas un joueur qui va aller au duel et au contact pour aller gratter des ballons dans les pieds. Là où João Neves excelle. Mais et il a d'autres qualités. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur. Mais je trouve que João Neves, c'est une autre dimension complète. Oui. C'est une autre dimension. À son âge, ils ont 5 points d'écart. Même en termes de personnalité aussi, tu vois, sur le terrain. Je trouve que João Neves, il s'impose. Il y a de la grinta. Tu vois qu'il a du caractère, João Neves, là où il a une tête d'adolescent, tu vois, un peu jeune premier. Je sais plus dans quel match il s'est un peu embrouillé avec il s'est pris un peu la tête avec. Tu vois qu'il commence à montrer qu'il a du caractère en fait. C'est pas juste un gentil qui a un verbe et après, là pour sourire. C'est mieux que nous. Un milieu de terrain, c'est beaucoup de complémentarité. C'est ça. Donc, tu ne peux pas avoir 3 João Neves, ça sert à rien. Ça sert surtout à rien. Tu peux avoir un João Neves avec Vitinha qui sécurise tout l'ensemble, qui huile un peu l'ensemble. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu peux avoir un Warren avec un João Neves. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu sorti qui tourne un peu, du 11 de départ. Je trouve que c'est une très bonne remarque parce que Warren Zaïre-Emery, il est sorti du 11 depuis quelques mois, mais parce que la complémentarité avec les 2 autres, elle est quand même pas folle, parce que João Neves fait ce que Warren fait en mieux sur l'impact et la récup et la projection, et moi c'est plutôt le 3e, on ne sait toujours pas trop qui c'est, il y a pas mal de changements. On en a parlé il y a 2 semaines, et c'est ce que j'ai vu moi à Monaco, je crois, c'est que Vara peut prendre la 3e place du milieu de terrain, numériquement je parle. Oui. Et dans l'animation offensive, on a vu que Gvara commençait à gauche, Doué en milieu axial droit. Il glissait après. Et après, ça se déformait vers la droite, où toutes les actions on les a vues sur les réseaux sociaux, de Doué, la virgule contre Caio Henrique, enfin, une folie furieuse d'ailleurs. Et Gvara jouait quasiment numéro 10. Donc c'était quasiment un 4-2-3-1 qui s'organisait, mais naturellement. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les animations sont différentes. Selon les joueurs. Exactement. C'est pour ça que c'est dur de quantifier vraiment les milieux de terrain. Après, moi, j'ai un souvenir tout bête. Le milieu de terrain du Barça, du grand Barça, Iniesta, Xavi, Busquets. Quand Busquets sort, c'est plus le même milieu de terrain. Pourtant, il y a encore les 2 des meilleurs joueurs du monde, même de l'histoire. Mais ça a changé. Quand tu mettais Touré au milieu, tu savais que c'était pas la même donne que Busquets ou même Alex Song à l'époque. Donc c'est pour cela, il faut savoir. Et Verratti. Exactement.
Thiago Motta, Verratti, Blaise, la complémentarité, elle était Elle était folle. Alors que tu regardes, extraordinaire. Blaise, pas le joueur le plus technique du monde. Verratti, c'est pas le joueur le plus physique du monde. Et on a Thiago Motta, qui est pas le joueur le plus rapide du monde. Et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui était tellement exceptionnel en termes de complémentarité que ça a rayonné quand même sur l'Europe pendant 3-4 saisons consécutives. Donc on s'enflamme pas, quoi. Non, mais C'est pour ça, j'adore João Neves, j'adore Vitinha. Est-ce que c'est les meilleurs, pas les meilleurs? Moi, je suis toujours pareil. Non, mais en tout cas, souvent on pointait du doigt le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en disant mince, on a plus ce fameux remplaçant à Thiago Motta et tout. Là, c'est pas du tout les mêmes profils, hein, Thiago Motta, Vitinha et João Neves. Mais en tout cas, depuis l'arrivée de Vitinha et donc de son copain, je sais pas comment dire, mais en tout cas de son binôme, on parle plus du tout de soucis au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vitinha, il faut plus le bouger. Il faut le laisser en 6. Vitinha, il est bien, par rapport à João Neves. Parce que João Neves, c'est un joyau total, je pense. Il est aussi fort arrière gauche, latéral droit. C'est potentiellement c'est potentiellement le prochain meilleur milieu de terrain du monde. Donc après, quel va être le troisième, on verra. Mais tout ça pour dire que par rapport à ta question, on s'enflamme pas non plus sur Vitinha. Il a fait un super match, mais il n'a pas fait le début de saison la moitié de saison qu'on attendait par rapport à ce que tu as dit la saison dernière, tu vois. Donc oui, Barella est meilleur que Vitinha, si c'est ce que tu veux entendre. Je sais pas du tout ce que je veux entendre. Moi, je te le dis. En tant que supporter de l'Inter, je te le dis, Barella est meilleur. Pour tout vous dire, voilà, sur les réseaux sociaux, on s'est envoyé des vidéos et dernièrement, Nicolo Barella a failli mettre un but de fou contre la Fiorentina. Je sais plus ce qu'il a répondu. Surtout, il fait des doubles contacts en sautant. C'est incroyable. Il fait des jongles de la cuisse en l'air. Il fait en sautant, contrôle cuisse, passe en même temps en demi-volée dans les airs. Toi aussi, tu trouves que l'Inter est la meilleure équipe d'Europe? Non, pas forcément. Pour moi, c'est même pas la meilleure équipe d'Italie, même. Non, mais en faisant un parallèle avec le PSG, aujourd'hui, à mes yeux, le PSG reste en dessous de Liverpool, potentiellement du Barça, du Real, de l'Inter. Et après, Arsenal, ils ont beaucoup de blessés, là. Mais j'aurais mis Arsenal s'ils n'avaient pas eu les blessés. La preuve, c'est que on a pris une secousse. Là, il y a un PSG Arsenal. Oui, mais c'était pas le même Paris Saint-Germain et c'était pas le même Arsenal. Mais si, c'est le même PSG. Mais si, c'est le même PSG. Le contenu était énorme. C'est juste qu'ils mettaient pas leur but. Mais oui, donc c'est plus le même PSG. Mais le contenu Arsenal était terrible. C'est ça que je veux te dire. L'intensité. C'est que les autres matchs, ils étaient au-dessus, mais par rapport à un adversaire comme ça, le match-up, il n'est pas bon pour Paris. J'ai toujours un peu peur contre les équipes qui mettent énormément d'intensité. On se rappelle Newcastle. Tu vois, on pouvait parler d'expérience, de tout ça. Moi, j'avais dit ça ici, qu'il y avait un manque d'expérience criant et que tu prends peut-être pas 4-1 à Newcastle tous les jours si tu as un peu plus d'expérience. En revanche, être battu dans l'intensité, pour l'instant, c'est pas une équipe qui est construite pour la bagarre, tu vois. C'est vrai. T'as pas de joueurs athlétiques qui vont mettre même sur le banc, tu vois. Il y a personne qui est le mec le plus costaud de l'équipe, c'est Pacho, tu vois. Il y en a pas d'autres en vrai. T'as Ruiz, mais c'est pas son attitude. Dans le 11 de départ, il y a pas un joueur qui a un impact physique où tu te dis ok, s'il faut aller mettre des tampons. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de Goretzka, mais bon, il est pas dans. Non, mais il n'y a pas de Goretzka, tu vois. Il n'y a pas de joueur un peu ou de Gundogan ou sur le terrain, quoi. Emre Can, tu vois. Mais ça manque aussi. Non, mais je veux dire qu'en termes de. Des joueurs horribles. Non, mais c'est des joueurs qui dans des matchs compliqués. C'est dans des joueurs, des joueurs qui dans des matchs compliqués, il faut montrer un peu les muscles que t'es dépassé. Ils sont capables de le faire. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je suis pas sûr. Ou une sorte de Van Bommel ou de mec. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, quand ils sont dans une confrontation avec une équipe qui met beaucoup d'intensité, d'impact et du physique, je sais pas ce que ça peut donner. Ça je le crains. Pour le coup, c'est vraiment intéressant de voir ce potentiel choc contre Liverpool, parce que le milieu de terrain de Liverpool entre guillemets, il paye pas de mine. Le foot. Moi, j'aime Gravenberch quand même le Paris Saint-Germain. Gravenberch. J'arrive jamais. Gravenberch. Après, ça passe pas, je sais pas, mais Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. Szoboszlai. Monstrueux. Attends, McAllister, vraiment, il est au-dessus, vous trouvez? Pas du tout. Non, mais c'est un genre de devoir. C'est le moins bon des trois. Mais on est d'accord que s'il vient au Paris Saint-Germain, il n'est pas titulaire. Non, mais Szoboszlai, si. Ah bon? C'est exactement ce qui manque. Exactement. C'est le joueur de rupture dont on parlait l'année dernière encore. On parlait de Olmo, Wirtz. Mais un cran en dessous sur le terrain, c'est Szoboszlai. Par contre, moi, je suis fan de Gravenberch. Gravenberch, depuis l'Ajax. Mais oui, depuis l'Ajax,
Je le kiffe. exceptionnel. Ouais, c'était Raphaël van der Vaart aussi qui en parlait énormément. Ouais. On va pas parler de l'Ajax, on va pas parler de Liverpool, là on va parler du Real Madrid. C'est l'autre performance quand même à retenir de ces playoffs. Je sais pas comment appeler ça, playoffs, Je crois que c'est barrage, 16e, Je crois que ça barrage. s'appelle les playoffs. Ouais, Ah puis ouais, moi, en général, je dis les 3 d'affilée. Mais c'est des barrages Souvent, pour nous, les Français. un barrage, bien sûr. La Allez, France. barrage aller de Rappel cette nouvelle phase de Ligue des Champions. Le Real Madrid qui l'a emporté. Attends. qu'il a dit Il vient de dire Raphaël Barrage. Je voulais le dire à Ricky dans l'oreille, je voulais Il pas. vient- Attends. Ah, elle est nulle. Non, mais lui, c'est un mon client, lui. Ah ouais, moi, lui, il si, kiffe. moi les jeux de mots. Moi, en comme fait, ça, je j'adore. savais que Ricky, il allait faire genre, ah putain, c'est naze. Mais je pensais pas que t'allais me reprendre, c'est pas bien. Je voulais juste. Oh, le radar de jeu, là. Quoi Raphaël Barrage. Ah bon? Moi, j'aime beaucoup. Donc, la victoire du Real Madrid à City à l'Etihad Stadium, 3 Faites buts quoi à 2, pour la alors qu'ils Saint-Valentin étaient Ah, pardon. menés 2 buts à 1. On va pas finir cette émission. En plus, on Il y est a un déjà en match de- retard là. il y a un C'est match de n'importe Ligue 1. quoi. Bref, allez, question toute simple. Vous me dites si vous voulez répondre ou pas. Comment est-ce qu'ils font pour tout le temps gagner? À chaque fois, on dit. Bah, City, les ont. Alors, moi, je veux bien me permettre, mais City, les ont quand même bien aidés. Hein, Ah ce ouais, match-là. voilà. Ah bah moi je trouve que c'est le match de City encore catastrophique. Moi, En première mi-temps, moi j'ai halluciné moi sur les largesses défensives, le nombre d'occasions où tous les défenseurs ils sont à 1m50 des attaquants du Real. S'ils font pas Ils jouent 4 pas tous passes, pour leur gueule. si le Real, ouais, si ça joue Ça, parce plus que- collectivement et que les mecs ils se trouvent, etc. Et où que t'as pas ou alors des choix incompréhensibles, t'arrives en 1 contre 1, tu veux faire une passe, pas dans le bon tempo. Non, en vrai, ils peuvent en mettre 5 ou 6 Donc, le c'est Real plus dans une ce défaite match-là. de Manchester City qu'une victoire du Real pour vous? Bah, en fait, Moi, je sais pas, le Real la contre-performance de City a été la Le Real. conséquence vraiment de la pression madrilène, en fait, la sérénité même madrilène, parce qu'on ne les a jamais sentis vraiment en difficulté. Hein. Et c'est comme si on savait qu'ils allaient finir par en mettre 1, voire 2 derrière. Et donc, en fait, c'est une conséquence plutôt plus de l'expérience même hein, du Real, hein, il faut le dire. Hein. Parce que Mais ils ont été quand même meilleurs, si, que contre Paris. Oui, Que contre Paris. Parce que tu as l'apport de Stones au milieu de terrain qui a quand même un peu. Première mi-temps, ils mènent. Les 20 premières sont quand même pour le Real. Ouais, mais tu sais que s'ils en prennent ils mènent au score, City, mais tu sais que s'ils en prennent un, ça peut être le oui, bordel. c'est ça. Ouais, ça, Tu c'est sais le cas. qu'ils sont malades, tu vois, et le problème des latéraux, c'est c'est- terrible. Ils ont été moins mauvais, quoi, on va dire. C'est ça, bien sûr. Après, Akanji sera à la mi-temps aussi. Je pense que ça joue peut-être un petit peu. non mais tu vois, moi le Real pour le coup, j'ai trouvé que tactiquement ils sont pas étaient pas dans un truc de gestion de rouleau compresseur. Après, c'était encore une fois surtout les individualités. J'ai quand même vu encore une équipe coupée en deux la plupart du temps. Camavinga se démener à courir un peu partout tout seul à certains moments à la récupération. Et après, devant, en fait, le truc, c'est que tu sais que Rodrigo, il est en feu, ça peut venir à tout moment. Kylian, il est en train de remonter la pente et que d'un seul coup, il va quand même Et il recommencer met un à super scorer. but en plus. Il fait exprès. Il l'a dit en Et, conférence de- et Vinicius, c'est Vinicius. Donc, même s'ils font des matchs un peu moyens à certains moments, ça reste des joueurs extraordinaires. Et enfin, moi, le Real m'a pas particulièrement impressionné tactiquement, mais tu sens juste qu'ils étaient plus forts. quoi. Ils iront pas au bout, je pense. C'est très rare qu'on puisse le dire. Enfin, Le que je Real puisse le dire. Je les vois pas aller au bout. Ouh, pour une ça fois. s'appelle un hot tech, Donc, ça, hein. Comme on dit en anglais. Hein. C'est un hot tech, hein. C'est vraiment un... Genre une prise de Non, mais en position. fait, Ah ouais, en fait, forte. le truc, c'est que déjà, Vinicius, tu sens qu'il est affecté par Ouais, il y a plein de- le Partout. fait de partout. Voilà. Et puis, il est insupportable, faut le dire. Faut le dire un jour, à un moment donné, il est insupportable. Il fait des gestes au public, là, il a... Enfin bref, bref, voilà. Ça a été dit hein, déjà. On le sait. Non, mais tout le monde le sait. Ensuite, sur le match, ce que tu as dit très clairement, c'est qu'ils jouent quasiment tous pour leur gueule. Mm. Et ça se ressent. Et une équipe qui joue en équipe, ce match-là, il le gagne 4-1. Mais vraiment, tranquillement. Hein. Et j'ai été surpris de voir que le joueur le plus collectif devant, c'était Mbappé. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vraiment. Service de l'équipe. Complètement d'accord. Vini, il s'enfermait dans des schémas de dribble perso et il l'a donné à la fin quand il pouvait faire autre tu peux chose. plus faire. Rodrigo, tu sens qu'il a un désir d'ego dans cette équipe où il veut Un peu Il y a briller aussi- quand même. moi aussi. Ouais, il veut montrer qu'il est montrer capable. que c'est lui le patron alors que frérot non. Et voilà, et t'as un Bellingham qui revient à un niveau, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été physiquement Ouais. dans une telle sécurité. Je sais pas comment expliquer, mais tu sens que physiquement il dégage quelque chose. Je l'ai trouvé très emprunté ces derniers mois, donc tant mieux pour eux. Ouais, je pense que lui devait digérer aussi l'arrivée d'Mbappé, un peu un Après, nouveau voilà, positionnement, tout ça. Mais bon, ils prennent un but qui n'existe Un pas. Le club, premier but plein de d'ego, City, donc. c'est un exploit. Et il est magnifique. Il est magnifique. Mhm. Il est magnifique, mais je veux dire,
Ils n'ont pas leurs deux défenseurs centraux, qui sont très puissants physiquement, Rudiger et Alaba. Ou Militao. Mais voilà, tu sens que ce match-là, un vrai Real Madrid, par rapport à ce que Boris voulait dire, il le gagne 4-1. Je trouve que tu vois, il y avait la place pour. En tout cas, ils ont eu les occasions. C'est juste qu'ils les ont mal gérées. Mais sinon, pour moi, ils les déroulent. City, ils n'ont pas vraiment existé dans ce Donc match. pour toi, la qualif, elle est assurée pour le Real ? Complètement. À Madrid ? Ils sont trop implantés. Ils sont trop City, mal. je les vois. Alors, faudrait qu'il y ait qu'ils gagnent des matchs. Se réveille. Je sais pas, qu'il y a un retournement de situation incroyable. Ça marche pas comme ça le foot. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la dynamique actuelle et je vois pas en quoi le Real a craindre City sur ce qu'ils ont, même sur ce qu'ils ont montré en étant empruntés. Ils m'ont pas donné l'impression de pouvoir être mis en difficulté contre City au retour. Et prochain tour, c'est face à l'Atlético ou Leverkusen. Donc le Real Madrid passe ou pas face à l'Atlético? Je pense que Leverkusen sort le Real si jamais se joue. Ah ouais? Ah ouais. Pour toi ça. Okay. Comment tu dis c'est en anglais comment on dit? Hot tech. Hot tech. C'est hot tech ça. Non, collectivement ils sont pas assez bons. En fait c'est ça le problème, c'est qu'à l'époque ils étaient. On a toujours l'impression qu'il y a le talon, le. Mais là, c'est pas une belle histoire pour l'arrivée de Xavi Alonso l'année prochaine. Ah, tu penses que c'est ça? Là, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Même avec juste Mbappé en plus, c'est pas la même équipe. Et tu sens que sans Kroos, c'est pas la même équipe encore, quoi. Et puis Modric qui a 8 mois de plus dans les pattes, Modric, qui est toujours un joueur extraordinaire. On pente descendre tranquillement là. Mais en fait, l'intensité, c'est compliqué de tenir. Alors que moi, je le surkiffe. C'est un de mes joueurs préférés, mais c'est sûr que tu peux pas avoir le même rayonnement à son âge, l'enchaînement, etc. Ça commence à être compliqué. L'année dernière, il avait fait une saison extraordinaire. On se disait déjà, c'est quand même fou qu'à son âge, il y arrive. À un moment où ça pèse dans les jambes quand même. Et pour l'instant, il n'y a personne au Real qui prend vraiment la relève de Modric. Il n'est pas Benjamin Nivet qui veut. Exactement. Il faudra retenir. Capillairement, tu veux dire? Ouais, dans tout aussi. Je parle aussi d'un point de vue... balle au pied. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le... Je voulais un petit mot peut-être sur Kylian Mbappé. Donc toi tu disais c'était peut-être le plus collectif de tous. Comment vous l'avez trouvé dans cette rencontre? Alors avant son but, chanceux, il a quand même un petit peu gâché. Il y a eu quelques occasions qu'il a loupées. Comment vous l'avez... Moi je le trouve un peu extrêmement en jambes. Ouais, dans l'instinct, tu vois, il y a un moment, une reprise, il est premier poteau. Alors, il n'est pas marqué, il n'y a personne sur lui, mais tu vois, il la reprend bien. Ederson fait un arrêt un peu compliqué. Je n'ai pas parlé d'Ederson, mais je pense que le Real, ils peuvent lui dire merci s'il gagne le match, parce que lui... Sa remise de la poitrine. La sortie sur le troisième but, c'est catastrophique pour un gardien qui est censé être un gardien libéraux. Enfin bref, Kylian, je l'ai trouvé bien, moi je le trouve bien, et ça fait quand même plaisir. Il y avait un truc, tu vois, on n'a pas aimé, je le sais, parce qu'on en a parlé beaucoup ici, du truc où les gens ils se réjouissaient un peu de le voir plonger. Moi, je trouve que c'est un peu naze, ce genre de réflexion et de façon de Mais ils connaissaient rien de voir le foot. Mais en tout cas, je suis très content de voir qu'il est en train de remonter. J'ai envie de le voir performer quand même, tu vois, parce qu'en équipe de France, c'était un peu la soupe à la grimace aussi. Donc, si Kylian, il explose à nouveau, peut-être que le Real, ils iront plus loin que ce qu'on peut penser aussi. Avec un grand Kylian, ils vont au bout ou pas? Ça suffit pas, un grand Kylian. Non. Regarde le PSG l'année dernière. Ah, mais non, il n'y avait pas eu de grand Kylian. Non, moi, je l'ai trouvé extrêmement en jambes, comme je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. Et je regarde tous les matchs du Real, donc je le vois vraiment retrouver de la légèreté, retrouver de la vitesse, de l'accélération, mais vraiment comme il y a 2 ans. Sur les premiers mètres, sur les dribbles. Exactement. Et même dans son investissement. J'ai vu une vidéo passer sur le but de Bellingham, où il traverse la moitié du terrain, il est sur le banc. Et ça, c'est des marqueurs forts d'un état d'esprit d'un joueur, contrairement, malheureusement, à Vinicius en ce moment. Mais Mbappé, il le faisait déjà quand il était au PSG, c'était pour aller en tribune à Louis II, mais... Ça y est, ça... Il n'a pas osé, tu l'as pas assumé jusqu'au bout. Ah si, Si okay. Je voulais le faire d'une manière un petit peu plus technique, quoi, sur moi. Je tentais aussi... De bien endosser mon numéro 10. On est déjà pas loin de l'heure passée sur cette émission de la Zone. On va quand même évoquer les gros matchs qui nous attendent ce week-end entre la Juve et l'Inter et le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern Munich. Quel match vous hype le plus, pour reprendre une expression de Bobo, entre les deux? Ricky, j'ai ma petite idée. À quoi que... Ouais, non. Il y aura plus Juve-Inter quand même. Ouais. Pour Colomboigny, pour Barella, pour... Ouais, c'est vrai que je suis un peu curieux quand même de voir comment Colomboigny s'en sort, parce que je l'ai pas vu jouer encore pour le moment depuis
depuis qu'il est arrivé à la Juve. Ouais. Donc j'avoue que ça me rend curieux de savoir si ce renouveau, c'est vraiment un truc de confiance. C'est vraiment ça. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne Kolo Muani en confiance. J'avoue, ça m'intéresse pas mal. Et puis il y a des joueurs. Et puis il y a l'Inter. Tu vois, on parlait de Barriatola, mais moi je suis fan de Lautaro Martinez. J'adore ce joueur. Donc je rate. J'essaye de pas rater une occasion de le voir. Et donc, Ricky, toi, tu disais que c'était la meilleure équipe d'Europe, l'Inter, ça? Pas exactement, non. Je rigole. Pas exactement. Non, mais après, c'est vrai, ça reste une grosse équipe. Attention, ils sont très, très considérés en Italie. Hein. On le voit dans la presse locale, tout ça. Ils sont vraiment au-dessus. Avec Naples, justement. Mais non, ça reste un bon choc. Je pense, comme tu l'as dit, Boris, Kolo Muani sera vraiment là au révélateur. Il y avait des déclarations de Giuntoli, c'est le directeur sportif de la Juve, qui veut déjà le racheter, enfin qui pense à le racheter déjà. Donc, il disait qu'ils étaient très contents d'avoir gagné la bataille contre les autres clubs, parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient dessus. Donc à quel point il fait déjà... Et que s'il continuait comme ça... Ouais, c'est ça. Donc voilà, maman hypé, pour reprendre ton terme, de le voir à l'œuvre contre une grosse équipe de l'Inter, une très grosse défense, très belle équipe. Et puis, non, tu l'as dit. Moi, je suis fan de Thuram. Moi, Thuram, c'est un joueur qui me bluffe. Marcus ou Kefren? Parce que là, Marcus. Les deux s'affrontent. C'est vrai. Ah, il y a ça aussi, ouais. Ah, oui. On n'en parle pas, mais mine de rien, il est très bon, Kefren. Mais Marcus, évidemment, oui. Il fait parler depuis ces 2-3 ans qu'il est à l'Inter. Il est au niveau, il est même plus qu'au niveau. Et il arrive à s'adapter au championnat italien, à comment. Que c'est très particulier, un jeu italien. Il y a une dimension aussi tactique à respecter. En plus, cohabiter avec Lautaro, qui était déjà en place à l'Inter. Franchement, on s'en rend pas compte, mais ce que fait Marcus à l'Inter, c'est très très fort. Moi, il y a quelque chose qui. Je te parle à toi, le supporter de l'Inter. Il y a quelque chose qui me fascine encore avec cette équipe, c'est que je vois encore des matchs où l'équipe tourne quasiment totalement. Et tu as encore un Arnautovic. Alors, il fait ses rentrées, tout ça. Je pense que Arnautovic. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est le joueur le plus détesté par les supporters français déjà de l'Inter, vraiment. Okay. Parce que il a ce côté bourrin, il loupe énormément d'occasions. Mais moi, à chaque fois, je suis surpris de voir que l'Inter. Je sais pas Parce que là, t'as quand même, pour ceux qui regardent pas l'Inter, les titulaires, c'est Thuram et Lautaro Martinez. Ils jouent à 2 pointes. Ils jouent en 3-5-2, c'est ça? Et les deux remplaçants, l'année dernière, jouaient très souvent un match sur 2, etc. C'est Taremi qui était à Porto et Arnautovic. Mais on parle quand même de joueurs qui sont à un niveau bien inférieur que des titulaires, tu vois. Et pourtant, depuis 2-3 ans, les remplaçants marquent beaucoup de buts quand ils sont pas là, quand les autres sont au repos, quoi, tu vois. Et je trouve ça fascinant. Mais pour revenir au match de ce week-end, je pense que l'Inter est largement au-dessus. Voilà. On verra. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un très très beau duel entre les frères Thuram. Ça va être marrant de voir aussi et d'analyser ça. Mais Kolo Muani, pour regarder les matchs, c'est hallucinant. Tu trouves un joueur que tu n'as jamais vu. C'est-à-dire que même à Francfort, il n'était pas comme ça. Parce que il a. Ce but qu'il met, c'est contre Empoli ou la reprise croisée. La frappe croisée, côté droit, fixe, il croise. C'est contre Com ou c'est contre Empoli? Les gens mes amis se sont moqués de moi. Empoli, ça. Parce qu'il y a 1 an et demi, après la Coupe du Monde, quand il était. Enfin, je dis que ce mec a un crochet extérieur accélération qui me fait penser à Samuel Eto'o. Et ce but-là, dont on parle, où il marque côté fermé, où il casse le but un peu, je sais pas comment dire, mais il fait ce crochet extérieur, il accélère sur 3 mètres, et le défenseur, il peut rien faire. Et il avait perdu cette puissance, cette accélération. T'avais l'impression qu'il marchait sur des œufs, quand sur les premiers mètres, il avait du mal à partir. Quoi. Et comme s'il était frêle, alors qu'en fait, il est puissant, ce joueur. Jo, c'est marrant que tu me parles d'Eto'o, parce qu'on le sait tous, Eto'o, c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur de la vivacité, de la vitesse. Et c'est ça qu'il lui faut à Kolo Muani, je pense. Il faut laisser s'exprimer. Là, il est devant. Exactement. Je pense que le jeu de Luis Enrique, son projet est vraiment où tu dois être très chirurgical dans les placements. Ça ne lui convient pas. Surtout qu'il ne joue pas dans l'axe, il joue sur le côté. Donc, à mon avis, c'est là qu'il était vraiment en déconnexion vraiment du jeu parisien. Mais le fait qu'il retrouve une équipe où il peut s'exprimer de manière libre et naturelle, en fait. Je pense qu'il va réexploser. Il a déjà explosé à Francfort. Il va encore connaître une seconde phase dans sa carrière. En plus, c'est une dimension aussi où il pourra bien travailler, plus ciblé, parce qu'à Italie, on travaille bien. En Italie, vraiment, il y a une notion de travail, gros club. Et puis, il va se sentir valorisé aussi. Et puis, se sentir libéré aussi. C'est ça. Puis le travail tactique, qui va être peut-être aussi plus conforme à ce qu'il connaît, ce qu'il a rencontré avec Luis Enrique, où il a peut-être des projets qui correspondent. Il faut être un joueur compatible avec des systèmes comme ça. Oui, mais bon, le problème, c'est que... D'intégrer des changements tactiques en cours de match. Tu as des joueurs qui vont performer quand ils vont être dans des systèmes qui sont un peu plus établis, un peu plus
avec des lectures un peu plus Oui, mais ce qui est paradoxal, habituelles, quoi. c'est que Dembélé, la forme qu'il a aujourd'hui, c'est des buts qu'aurait pu mettre Colomani. Ouais. C'est ça qui est fou. Oui. Donc tu vois, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le côté. Sur Colomani, il y a eu un énorme blocage Ouais, puis, mental par rapport à psychologiquement, son transfert, par rapport à beaucoup de choses. Tout de suite, on a dit qu'il coûte trop cher. Et c'est mais ça, c'est pas bien parce que. c'est quand je dis on, hein, Je sais, les gens mais m'ont moi dit aussi, que c'est trop cher et tout le monde s'est quand même interrogé sur 90 millions pour Colomani. C'est quand même complexe. Et je pense qu'on sous-estime très souvent tu vois, ce truc de la somme qu'on vaut. Mais c'est quand même assez étrange, finalement, toi qui as déjà été acheté, revendu, même symboliquement, les mots, tu vois, et qui, quelque part, ça peut quand même peser énormément. Ça laisse des traces, bien sûr. Il y a un impact. En plus, je n'ose même pas imaginer ces montants aussi. C'est le job pour un joueur, il faut le digérer. Hein. Comme Kylian. Kylian, on l'a beaucoup critiqué à son arrivée au Real, mais il ne faut pas oublier que ça reste un homme, ça reste un humain, et puis il fallait qu'il digère son transfert, il fallait qu'il digère une nouvelle vie. Il faut toujours un petit temps d'adaptation. Et Colomani, je pense qu'il n'a pas forcément au PSG, d'autant plus, on y revient. Il est pris en grippe, les journalistes, tout le monde sait comment ça se moquait de lui. Là, le fait qu'il parte un peu en Italie, ça lui fait du bien et il va continuer à s'exprimer encore. Là, s'il fait une top moitié de saison, c'est impossible qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Mais il n'est pas dans le projet. Moi, je pense que s'il fait une top fin de saison, la Juve, ils vont l'acheter, tant mieux pour lui, tant mieux pour la Juve. Et tant mieux pour le PSG. Et tant mieux pour le PSG. En fait, la question, c'est où est-ce qu'il va atterrir, parce qu'il se peut que l'offre de la Juve ne matche pas les espérances du PSG. Je pense qu'il va rester à la Juve, parce qu'il n'a pas non plus un salaire extraordinaire. Il a pris une grosse prime à la signature quand il a signé, parce qu'il y avait un gros transfert. Et je pense que son salaire rentre dans les cordes de la Juve. Et que lui aura envie de rester. Ils ont une option d'achat là. Si ça marche, il n'y a pas de raison. Je pense. Même ça se renégocie, ça aussi. Même si tu en as une, tu la renégocies aussi quand même. Non, parce que par exemple, ma question en fait sous-jacente, c'était de me dire, est-ce que tu vois un autre club peut arriver, dire on met 90 ou 100, tu vois, et je pense qu'ils ont griller la Juve. Là, ils ont une offre de presse sans option d'achat. Ouais. Mais si le joueur ne veut pas aller dans ailleurs, un club, il n'ira pas ailleurs. Okay. C'est pour ça, les propos de Giuntoli, il a dit on fera notre possible pour le racheter. Enfin, en tout cas, nous, on veut le racheter. C'était pas on va lever l'option, on s'est déjà mis d'accord avec le PSG. Donc attention, c'est pas encore acté, mais après, oui, si ça marche, il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas. Mais je vais quand même regarder Bayer Leverkusen contre Bayern Munich. Le Bayern Munich. Alors justement, on parle quand même du champion en titre qui reçoit le premier actuel du classement. Alors il y a, je crois, 8 points d'écart entre les deux équipes. On n'a pas envie de dire que le championnat est déjà plié. Mais voilà, ça reste une très très grosse affiche du championnat allemand, très très grosse affiche d'Europe. Est-ce que pour vous c'est un nouveau classique du foot européen, un peu à la manière d'un PSG-OM, un peu à la manière d'un Real Barça, peut-être pas aussi gros, mais est-ce que le nouveau classiqueur allemand, ce serait pas celui-ci? Le Leverkusen, c'est un peu l'équipe en vogue. Voilà, est-ce que... Non, moi je pense que d'un point de vue historique, le vrai classiqueur, c'est Bayern Dortmund, on le sait tous. Après, le Bayern est dans une bonne phase, parce que c'est un club qui a beaucoup travaillé, qui a bien travaillé d'un point de vue structurel et sportif. Après, non, je pense que ça reste une phase. Leverkusen, ça reste un club modeste, un club du sud-top allemand, il faut le dire. Ça ne sera jamais, je pense, un top club allemand. Là, ils ont fait une belle série. Puis des beaux prospects aussi, des jeunes qui c'était la conséquence du travail de Xabi Alonso, de Simon Rolfes, ancien coéquipier qui est aujourd'hui directeur sportif. Mais je pense qu'un nouveau cycle débutera quand, justement, Xabi Alonso partira, parce qu'il partira. Il ne pourra pas rester, il ne peut pas prétendre rester. Aussi, je pense. C'est sûr aussi. Wirtz partira, je pense. Au Bayern, d'ailleurs, sûrement. Bayern, City. Je pense que City pense aussi à lui. Donc, il va où il veut, je pense. À partir du moment où Wirtz partira et Xabi, il y aura un nouveau cycle à entamer. Et je pense que là, le Bayern retournera à son rang de sub-top. Top 5, top 6 allemand. Donc non, ça reste un choc aujourd'hui, mais ce n'est pas un choc historique. Ce qu'ils visent, ils ne visent pas plus. Oui. Ça. En Allemagne, c'est très différent. Ils savent que le Bayern est au-dessus. Et même Dortmund... C'est culturel, limite. Le sait, mais il l'a montré, parce qu'à l'époque, les joueurs partaient libres de Dortmund pour aller au Bayern. C'était une folie, quand même. Longtemps, C'était extraordinaire. Ça arrivera. Ça arrivera encore. Ouais. Le Bayern, c'est un peu... Pour moi, c'est la meilleure comparaison qu'on aurait pu avoir en France. C'était l'OL, tu vois, quand ils étaient premiers et qu'ils prenaient tous les joueurs du championnat. Le Bayern... Oui, mais ils ne prenaient pas les joueurs de Paris ou de Marseille, quand même, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours eu un frein...
Non, mais ils prenaient les meilleurs joueurs. Les meilleurs de tous les clubs. joueurs. Ouais. Moi, je me souviens, à chaque fois, ils achetaient tous les Lillois. Ils ont quand même essayé ils ont quand même essayé Paoletta, ils ont quand même essayé Roten, ils ont quand même essayé Ribéry. T'avais pas le meilleur joueur du PSG qui signait gratuit à Lyon. Tu vois, là, c'est quand même un level de. C'est Lewandowski. Surtout que même pour les joueurs, pour eux, c'était l'étape, on va dire, naturelle. Lewandowski, Mats Hummels, enfin, il y en a plein. Voilà, c'était l'étape naturelle et c'était accepté en Allemagne dans le championnat. Lewandowski, c'est fou. Mais au-delà des performances sportives, pour les clubs allemands, le plus important pour eux, c'est d'être une société rentable et viable, en fait. Donc, même le Bayer Leverkusen, ils ont fait une année exceptionnelle en étant champions. Là, ils ne se sont pas dit, on va rejouer le titre, on va réinvestir pour jouer le titre ou pour être successful d'un point de vue sportif. Non, ils sont viables, ils sont dans leur corde. Le cahier des charges, il est réglé. Les ambitions sont là quand même. Oui, bien sûr, les ambitions. Ils ont été champions, la preuve. Ils restent modérés. Oui, puis là, ils sont deuxième et en bonne position pour être à nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils sont qualifiés directement en huitième. Ils vont sortir le Real. Donc, voilà. Toi, tu penses vraiment qu'ils sont supérieurs. Je pense qu'ils sont supérieurs. Mais après, voilà, ça reste le Real Madrid et évidemment, le Real sera favori. Mais je pense qu'une équipe, c'est un profil d'équipe qui peut être embêtant pour eux parce qu'ils jouent en équipe et voilà, c'est compliqué. Ils sortent le Real et Wirtz, ils signent au Real. En Real Madrid. En tout cas, c'est un kiff de les voir jouer, les Leverkusen. C'est un gros kiff. Je pense. Mais ils vont gagner contre le Bayern. D'accord. Ah, ok. Hot tech, quand même. Non, mais ils ont. À moins que le Real, mais. Le Bayern a beaucoup d'avance. Ils ont laissé beaucoup d'énergie quand même au Celtic. C'était un très beau match, ce Celtic-Bayern. Et le Bayern, ils attendent ça. Ils ont passé la semaine à attendre ce match-là. Et je pense qu'ils sont frais en plus. Ils seront à la maison. Ouais. Et avant de se quitter, je vais vous demander de vous mouiller et de nous donner l'équipe qui va gagner avec des champions à l'instant T. Je sais qu'on est encore trop tôt et tout, mais qui vous voyez bien gagner avec des champions? Vous pouvez dire personne si vous avez envie de dire personne, mais voilà. Allez, selon vous, à l'instant T, au moment où on se parle, donc après parce qu'il n'y a pas le tirage. C'est vrai qu'il n'y a pas le tirage. Mais qui, pour vous, semble le mieux parti? Allez, Paris AG, on va se mouiller. Paris ? Tu veux qu'on se mouille? On va se mouiller jusqu'au cou. On se mouille jusqu'au cou. Bobo. Moi, je vais dire l'Inter pour te faire plaisir, parce que c'est une des équipes les plus sous-cotées d'Europe, visiblement. Oui. J'en profite, je coupe cette discussion pour dire que Jérémy Ménez vient de commenter ma story. Putain, ça bosse dur. Bah oui, on bosse, oui. En fait. Ah, bien sûr. Donc il est vulgaire. Il dit des gros mots. Très, très vulgaire. Okay. Je sens. Liverpool. On fait un gros coucou d'ailleurs à Jérémy Ménez qui sera avec nous bientôt, évidemment. La semaine prochaine ou celle de l'après, ouais. Voilà. Donc dans une semaine, Liverpool va gagner les champions. Enfin, pour l'instant, aujourd'hui, Liverpool est la meilleure équipe d'Europe. Ok, c'est noté. Très bien. Juste avant de terminer, j'aimerais que Ricky nous raconte sa semaine en Angleterre. Parce que j'ai vu que tu as. Il a fait toute l'Angleterre. Ah, mais en effet. Parce que pour les gens qui ne savent pas, tu passes tes diplômes de management sportif à l'UEFA, avec d'autres anciens joueurs qui étaient bien moins bons joueurs de football que toi. Oula, attention. Et j'ai été passionné par cette semaine, par tes blagues aussi. Mais par cette semaine. Non, écoute, une semaine à Londres dans le cadre de ma formation de management, du coup, avec l'UEFA. Et en fait, on se déplace partout en Europe. Et la semaine dernière, j'étais à Londres. Et en fait, on fait le tour des stades. J'ai fait Tottenham, extraordinaire. Franchement, j'ai jamais vu ça. Même en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu un stade aussi magnifique. On a fait Charlton, on a fait Fulham, on a fait Chelsea. Brentford. Et Brentford. Ouais, c'est intéressant. Après, ça permet d'être encore une fois en immersion dans les clubs, savoir comment ça travaille, stratégie sportive, marketing. Voilà, c'est vraiment un programme intéressant qui me passionne. Et franchement, oui. Après, j'ai partagé dans les réseaux parce que j'ai beaucoup de messages. Montre-nous le vestiaire. Et montre-nous. Il est où? Mais tu nous as donné envie. Hein. Franchement, tu nous as gardé. C'est pour cela. Et puis, j'ai vu que ça intéressait mes suiveurs. Donc, j'en ai profité pour filmer les vestiaires, les stades, tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. On va te choper des contrats d'influenceurs maintenant. Ah non. Non, mais continue parce que moi, ça m'a Salut plu. Les petites tartelettes. Alors aujourd'hui, je suis dans le vestiaire de Fulham. Exactement. C'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière certaines personnes comme toi, par exemple, ou il y en a d'autres qui passent leur DEPF, les diplômes. Voilà. Ça peut être pour le management, ça peut être pour la communication, ça peut être pour le marketing. Et le coaching aussi. C'est plus pour du management général. Voilà, sportif. Et même si en parallèle, je passe aussi mes diplômes de coach. Mais c'est vrai, je suis vraiment porté pour le football. J'ai envie de connaître ce qui se passe derrière le rideau, entre guillemets. Ça me passionne.
t'es passionné et curieux, c'est très agréable. Merci. Vous l'aurez compris, amis zonards, n'hésitez pas à suivre l'ami Ricky Fati sur les réseaux, sur Instagram, pour ne rien louper de la suite de ses études. Merci Ricky, merci Bobo, merci Jo, ça a été extraordinaire comme à chaque fois que l'on se retrouve sur le plateau de la zone, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Eh oui. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.